Alors, je suis en train de bidouiller une incubation avec une plaque chauffante. Je vais déjà allumer le thermomètre. Donc je vais le régler sur personne. Alors, ça c'est mes œufs uniquement, parce que la couveuse qui est juste à côté, que je vais mettre en route après, quand j'aurai fini mon blabla, pour pas être embêté par le bruit. Les œufs qu'on m'a envoyés, j'en parle juste après, et normalement je vais en chercher d'autres cet après-midi. Ça sera exclusivement en couveuse. Et je me suis dit, ça fait longtemps que je veux faire ce test-là. J'avais essayé juste une fois pour sauver des œufs fissurés, mais de toute façon c'était des œufs qui étaient condamnés. Donc je ne sais toujours pas si c'est une technique qui peut marcher. Et donc j'ai essayé de régler en hauteur, etc. etc. J'avais réglé vraiment au plus bas, c'était trop chaud. Premier cran, deuxième cran, encore trop chaud, c'est à la limite. La troisième cran, c'est peut-être pas assez chaud, mais bon, une température trop élevée, ça risque d'être plus vite fatal. Alors, il faut savoir que la température d'une poule ou d'une caille, une femelle, c'est 41 degrés. Donc, c'est-à-dire que si la surface de l'œuf est à 41 degrés, finalement, c'est pareil que sous l'animal. Parce que là, c'est des conditions statiques. Hein, c'est pas comme la plupart des couveuses, comme la mienne, y compris, où c'est avec ventilation. Donc, dans ces cas-là, quand le haut de l'œuf est à 40-41 degrés, ben, en fait, c'est à peu près pareil que sous la poule. Et après, il faut faire une moyenne avec la température qui est en dessous de l'œuf. Parce que ce qui compte finalement, c'est la température au milieu, pile au milieu de l'œuf. Mais sauf qu'hier, un cran en moins, il y avait des œufs au milieu, le thermomètre m'indiquait 42,2 degrés. Après, ça s'évaporait vite, c'est-à-dire que je reprenais la température juste quelques secondes après, tout de suite c'était dans les 39. Mais c'est compliqué à déterminer, je ne veux pas prendre le risque de mettre une température trop haute parce que ça sera vraiment létal. Par contre, une température un peu basse, ça peut juste être un petit retard dans le développement. C'est pour ça que, bon, même si je ne sais pas du tout si ça va donner quelque chose, j'ai du mal à avoir des résultats comme la fois dernière dans une vraie couveuse. J'ai fait prendre une longueur d'avance à ces œufs-là. Je ne sais pas s'ils vont pas avoir un petit peu de retard, avec une température peut-être un peu en dessous, mais en tout cas, là, on va tester parce que j'ai pas du tout touché à mon système ce matin. J'ai pas pris la température, donc je vais prendre la température avec vous en direct, puis on va bien voir. Là, je vais soulever. Forcément, c'est un retournement manuel. Je le ferai pas plus de 3 fois par jour, parce que ça va déjà être un peu plus long comme c'est vraiment à la main et tout. Et par contre, là, je vais faire un mirage pile dans une semaine. Bah, je le ferai en direct. Alors bon, il y a quand même des chances qu'il n'y ait pas grand-chose à voir. Je sais pas trop ce que ça peut donner. Je vais pas attendre au bout de 15 jours seulement pour mirer, comme c'est vraiment une technique un peu douteuse. D'un côté, je me dis, ça reproduit vraiment ce qu'une mère poule peut faire. Mais bon, d'un autre côté, je peux pas trop vous dire. Surtout les œufs qui sont sur les bords, je pense qu'ils sont déjà un peu moins favorisés malgré comment dire, ma petite protection. Et je veux pas non plus que ce soit trop fermé. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de circulation d'air quand même. Allez, donc je soulève, je mesure des températures vraiment tout de suite. Il s'est éteint, monsieur. Je mesure les températures tout de suite et je fais les retournements. Allez, où? Oui, là on est 36,6. 36,8. Ceux sur les bords, 36,1. Ouais, ça va encore. Hein. Enfin, il n'y a pas un écart énorme. Là, on est quand même dans des températures inférieures à ce que ça devrait être. 35,9. Bon. Après, ça chute vite. Hein. Donc, par exemple, celui-là, à peu près au milieu, il a 36,6 en haut. Allez, vite. En dessous, 36,5. Oh, m'attendez à un plus gros écart que ça. Lui, à 36,3. À chaque fois, il faut revenir au menu. Enfin bon. En dessous, on a 36,2. Ah ben, vous voyez, je sais pas. En fait, j'ai mis comment dire, c'est une assiette en verre, un lit de coton et au-dessus du tapis agrippant. Donc, c'est peut-être la matière qui vraiment absorbe la chaleur. Et le dessous des œufs, à peu près la même température. Mais je vous dis, si je mets alors, je fais un retournement manuel. Comment dire, la plaque chauffante, si je la mets un cran en dessous, là par contre, j'ai peur que les températures soient fatales. En espérant qu'hier, mes cafouillages, c'est pas déjà posé trop de problèmes. Allez, on fait le retournement que maman poule ferait, ou maman caille. On y retourne. Si jamais ça se passe bien et qu'on arrive en phase d'éclosion, si jamais,
Je sais pas trop comment ça va se passer à ce moment-là avec les petits. En tout cas, je ne peux pas faire éclore ces œufs-là dans la couveuse avec les autres, puisqu'il faut à tout prix que je renouvelle le sang de mes reproducteurs. Donc je ne peux pas mélanger, il faut que je sache. Ceux qui viennent de moi, il faut à tout prix que je sache ceux qui sont concernés. Après, je peux toujours essayer de les mettre en couveuse et seulement à la fin, les mettre dans un système comme ça. Mais de une, j'ai envie de tenter l'expérience. Ça peut toujours dépanner, même des gens. Bon, admettons que ça fonctionne. Là, ça peut ne pas fonctionner, par exemple, parce que la plaque chauffante était trop... comment dire, trop haute. Par contre, pour des œufs de poule, comme les œufs sont plus gros et ils seraient plus en surface, ça chauffe à 45 degrés, hein. J'ai testé en dessous. Par contre, pour des œufs de poule qui seraient plus hauts, donc plus en surface, comment dire, plus rapprochés de la partie chauffante, peut-être que ça suffirait. Mais là, peut-être que pour des œufs de caille, il aurait fallu rabaisser un peu. Mais je vous dis, j'ai relevé du 42 et des bananes, vraiment quand j'étais dans la phase test, parce que hier, j'ai pas mal cafouillé. S'il y avait une mauvaise température, je voulais pas que ça dure trop longtemps, hein. Donc j'ai fait quand même pas mal de relevés de température. Donc là, j'ai préféré une température peut-être un peu trop basse que un peu trop élevée. Bon, il y en a qui étaient peut-être à 35,9, mais je vous dis, ça refroidit assez vite. On est dans les 36, c'est pas encore si dramatique. Par contre, dans les 42, bon, bref. Et je me dis que si jamais ça fonctionne, les petits qui ont réussi leur développement dans des conditions comme ça, ils ont peut-être plus de chances d'aboutir à une éclosion et tout, donc il faudrait mettre un bol d'eau. Bon, déjà, admettons, hein, qu'il y ait des réussites. Déjà, quand on enlèvera tous les œufs, surtout que ça vient de moi. Alors, le mâle, je l'ai vu recocher un peu plus, mais bon. Il restera peut-être pas beaucoup d'œufs en lice. Ou peut-être aucun, mais admettons qu'il en reste quelques-uns. Je pourrais mettre un bol d'eau au milieu, essayer comme ça d'augmenter le taux d'humidité. Je me dis, les petits qui ont été habitués dès le début dans comment dire, dans ces circonstances-là, ça serait peut-être un peu plus gage de réussite que dans une couveuse, ventilée, pointe vers le bas, enfin vraiment dans des conditions totalement différentes, et d'un seul coup, je les mets comme ça. Vous voyez, bon, je sais pas. Puis je me dis aussi que voilà, ça peut ne pas réussir parce que le réglage en hauteur de la plaque chauffante était peut-être pas au top. Bon, j'ai essayé de faire au mieux, mais c'est pas parce que ça fonctionne pas, sachant en plus que c'est mes œufs, hein, que c'est pas terrible, que ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir avec cette méthode-là. Mais admettons, vous, il vaut mieux avoir une poule qui couve pile en même temps, vous mettez votre couveuse en route, etc. Mais c'est tout à fait possible que vous avez une couveuse qui est à peu près à la moitié de son cycle pour l'incubation, et d'un seul coup, vous avez une poule qui a voulu couver des œufs, puis qui les abandonne, qui abandonne le nid. Si jamais une méthode comme ça fonctionne, ça peut quand même servir de dépannage pour plusieurs personnes. Ça peut toujours être une bonne information si jamais ça fonctionne. Donc la plupart des plaques chauffantes comme ça, c'est plutôt des plaques carrées. Et ça n'empêche pas d'essayer de reproduire ça. Là, c'est vrai que mon assiette, elle fait pile la dimension entre les pieds. Donc j'ai mis un lit de coton, Après, je me suis dit, les fibres de coton, elles vont bouger, ça peut gêner. Puis je dis, je voudrais un système qui puisse aller, admettons, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que là, si les petits naissent sur un tapis agrippant comme ça, il n'y aura pas de problème. Alors que dans un coton, ils vont s'empiéger dans le coton et tout, ce serait une catastrophe. Mais voilà, donc ça peut ne pas fonctionner parce que déjà, c'est mes œufs. De deux, il y aura peut-être les réglages qui seraient encore à revoir et tout. Mais je pense quand même que c'est pas impossible d'y arriver. Parce que ça reproduit quand même ce qu'une poule pourrait apporter à ses œufs. Donc on verra bien. En tout cas, même un jour, avec des œufs de poule, je pense que j'essaierai de retenter. Ça peut valoir le coup. Et donc... cet après-midi, je vais avoir des œufs. Normalement, tout se passe bien. Donc, c'est cailles du Japon d'après les photos. Parce que le gars a des annonces pour des cailles Céladon. Alors, c'est vrai que ça veut rien dire quand il dit cailles du Japon. Parce que les cailles Céladon, c'est les cailles du Japon aussi et tout. Mais on va dire couleur, d'après les photos, couleur sauvage, Isabelle. Et il y en a, ils avaient l'air vraiment tirés sur le roux. Donc, c'est à peu près ces couleurs-là. Parce qu'il avait mis aussi caille des blés. Bon, les gens, ils prennent un peu de risque, parce que caille des blés, ça sous-entend que c'est une souche sauvage, même si c'est une souche d'élevage de captivité depuis des générations. C'est plutôt coloris sauvage, je suppose qu'il voulait dire, mais je vois pas pourquoi un coloris sauvage coûterait 2 fois plus cher, je ne sais pas. Des fois, je comprends pas tout. Et puis, je lui ai dit, si vraiment il n'arrivait pas à avoir le compte niveau œuf, donc 2 x 18, donc 36, j'ai dit, vous mettez des œufs de Céladon en plus, et puis je paierai la différence, bon bref. Donc on verra bien. Là, je sais pas encore. Je lui ai donné signe de vie mercredi pour pas qu'il donne les œufs à quelqu'un d'autre, en tout cas, pour dire que moi j'étais toujours sur le coup pour avoir les œufs. Donc on verra. Normalement, c'est aujourd'hui que je dois les avoir. Et j'ai reçu les œufs de Cathy. Et les œufs sont arrivés sains et saufs. Alors attention, on va pas faire de malheur. Donc on a du coloris sauvage, Isabelle, etc. Puis elle a adopté récemment une petite Céladon. Et elle venait seulement de commencer à se laisser cocher et à pondre.
Donc on ne sait pas s'ils sont fécondés, ces deux-là. D'ailleurs, j'ai rigolé parce que celui-là, il est daté du 14, bon c'est tout. Puis celui-là, il est daté du 13 et c'est écrit 4 x 13 dessus. Alors quand je l'ai vu, je dis, eh, le numéro 13. C'est peut-être pour contrer la malédiction du chiffre 13, je sais pas. Enfin bon, ça m'a fait rire. Alors du coup, ces œufs-là, ils vont être mis dans la couveuse en même temps que ceux que je vais acheter. J'espère que tout va bien se passer aujourd'hui. Et je les ai eus hier, donc à 10h30 pour être précis, hein, hier matin. Et du coup, ils étaient au repos. Donc voilà, des œufs qui ont été chahutés par le transport, il faut qu'ils se reposent. Ça a été bien emballé, vous voyez, dans du papier toilette. Hein, vous voyez pas tout. Ça, c'est ce que j'avais dit. Il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé des œufs de gauloises dorées qui se sont perdus sur les plateformes de transit. Bon, de toute façon, vu comment les œufs étaient secoués, dans tous les cas, ça aurait peut-être rien donné, mais j'avais dit, mets du papier toilette dans les alvéoles pour les immobiliser. Encore là, des boîtes d'œufs de caille comme ça, les œufs sont quand même plus immobilisés que dans une boîte d'œufs de poule. Alors, il s'était gentiment moqué de moi. J'ai dit, mets du PQ autour des œufs, autour de chaque œuf, parce qu'il faut aussi une matière qui laisse respirer. Hein. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre du plastique, bon, du cellophane, admettons. Hein. Alors, il m'a répondu en rigolant, ah, du PQ propre ou du PQ sale? Enfin, l'air de dire que je l'embêtais avec, comment dire, j'étais un peu gnangnan, sauf que finalement, j'avais raison, les œufs sont entrechoqués au sein de la boîte. Alors, autant la boîte, sa boîte était super bien calée dans le carton, mais les œufs sont entrechoqués, il y en a plein il y en avait que 3, je crois, qui n'étaient pas fissurés. Et puis tous les autres, ils étaient fissurés ou il y en avait qui complètement explosé. Donc je conseille toujours immobiliser avec du papier toilette dans les alvéoles. Et après, bien sûr, les boîtes, il faut qu'elles soient bien immobiles dans le carton. Donc là, on avait discuté de ça avec Cathy. Ça a été, comment dire, bien amorti dans un carton. Et ce carton-là, lui-même amorti dans un autre carton. Vous voyez. Après, tout ce qui est secouage, selon comment la boîte a été secouée, ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Déjà, ça a évité tout ce qui est choc, amortir les chocs et faire en sorte que les œufs soient à la fois donc amortis, mais quand même maintenus stables. Donc il faut que ce soit maintenu stable, mais avec de la fermeté, mais pas trop. Vous voyez, c'est un peu compliqué, hein, le transport d'œufs. Donc du coup, ces œufs-là, il y en a 30, plus 36 que je vais acheter cet après-midi, si tout se passe bien. Je veux vraiment pas me porter la guigne, hein, c'est pour ça que je dis ça. Et là, je vais mettre la couveuse en route, comme ça les paramètres sont bien stabilisés. Pour tout à l'heure, je sais pas hein, quelle heure cet après-midi, bon je pense que ça va plutôt être cet après-midi pour aller chercher les œufs. Donc je vais remettre les œufs de côté, hein, j'ai pas envie qu'il arrive un malheur, franchement. Et voilà, couveuse en route. Je vous dis, hein, je pourrais essayer de trouver une place, parce qu'après, ouais, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il y a 51 alvéoles d'œufs de poule, et l'écaille le double, hein, puisque chaque adaptateur, c'est pour 2 œufs. C'est-à-dire que dans un, comment dire, dans un trou pour œuf de poule, on met un adaptateur où on peut mettre 2 œufs de caille. D'ailleurs, je vais mettre de l'eau dans le verre. Sauf qu'en fait, dès que les œufs sont moyennement gros à gros, ils tiennent pas côte à côte. Donc en fait, c'est impossible, à moins vraiment d'avoir des petits spécimens qui vous pondent des œufs pas trop gros, que ce soit les poules ou les cailles, c'est impossible de remplir toutes les alvéoles sans qu'à un moment donné, il y ait de la gêne. Donc des fois, vous avez beau réagencer comme vous voulez, il y a des alvéoles qui restent vides. Donc elles ne sont pas toutes exploitables. Mais là, je pense qu'il y aurait moyen, même si je donnerais les places les moins bonnes. Vous voyez, j'ai laissé vide, hein, des espaces sur les côtés, que j'estime être les moins bons dans la couveuse. Mais bon, comme c'est une couveuse ventilée, c'est pas non plus catastrophique. Je pourrais leur trouver une place, puis les mettre dans mon système de plaque chauffante après. Et j'ai envie de me mener l'expérience. Si on le fait pas, on pourra jamais savoir si ça fonctionne. Mais ça sera retenter avec des œufs de poule, avec des œufs un peu moins douteux. Bon, de là à faire avec des œufs que j'ai achetés, peut-être pas quand même. Hein, c'est bien parce que c'est mes œufs que je me permets de le faire. Mais je dis, il y a moyen, en trouvant les bons paramètres, la bonne technique. Ah, mon cellophane était mal mis. Mon papier bulle, enfin mon papier bulle, c'est même pas le mien, c'est celui de Cathy que j'ai réutilisé. Mais ça, je mets de côté, hein, tout ce qui est papier bulle et tout, on sait jamais. Ça peut toujours être utile, ou comme là. Vous voyez, c'est toujours pratique. Bon, dans la vie, il faut faire des expériences. Et puis je vous dis, j'avais fait une expérience d'œufs que j'avais couvé sur moi, entre guillemets, une semaine seulement. Ça, c'était février-mars l'an dernier. Je crois que c'était fin février, un truc comme ça. C'était la même couvaison où j'ai eu Chérie, Nina, donc la grise, Chippy la blanche qui a sa crête penchée, Bella la noire avec son cou blanc, Paillette qui est bicolore marron foncé et rousse, puis il y avait eu Luna la noire à cou marron, mais elle n'est plus de ce monde. Par contre, j'ai sa fille, hein. Normalement a priori c'est sa fille dans l'enclos d'à côté, chez les poulettes. Donc c'était la même couvaison et
là, il y a 51 places. Le gars, j'avais demandé une cinquantaine d'œufs. Il m'en a donné 2-3 en plus, je sais plus. Et il y a des alvéoles que j'ai pas pu remplir. Je me suis dit, c'est l'occasion, c'est le destin de faire le test et d'incuber des œufs sur moi. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Et donc, il y en a un des deux, c'était un œuf clair, puisqu'en fait, je reconnaissais la coquille. Il n'y avait pas eu beaucoup d'œufs clairs, hein. Lui, il avait vraiment des jeunes reproducteurs, ils étaient au taquet. Et les quelques œufs clairs qu'il y avait, entre autres, il y avait eu 3 œufs avec une coquille très reconnaissable. Le même, bien sûr, hein, c'est ma chance, hein, le même qu'un des deux que j'avais pris sur moi. Et donc, c'était un œuf clair. Ces œufs-là qui avaient cette coquille bien particulière, claire, avec des taches, des toutes petites taches reconnaissables, c'était tous des œufs clairs. Et le deuxième que j'avais pris sur moi, il y avait eu un développement embryonnaire. Alors, je sais plus, je crois que je l'avais gardé pile une semaine sur moi. C'était pas super flagrant, il y a peut-être un léger retard. Après, dans les naissances, ça faisait pas partie des premiers nés, mais il a quand même éclos, je dirais, l'avant-dernier jour. Il y en a eu des petits qui étaient plus en retard que lui. Hein, au bout d'une semaine, je l'ai mis en couveuse. Et donc, tout le temps où je l'ai mis à incuber sur moi, et je l'ai pas mis à même la peau, parce que déjà, je voulais pas faire de l'eczéma, on sait jamais. Puis, je voulais aussi lui mettre dans une petite structure pour les protéger. Et les œufs, quand je faisais des relevés de température, on était toujours dans les 36 degrés. Les bananes, on était rarement au-dessus, en mettant une petite bouillotte en complément. Donc du coup, je sais que des œufs qui sont dans les 36 degrés, il y a quand même moyen que ça donne un truc. Et je me dis que là, pourquoi pas. Il vaut mieux être un peu en dessous dans les températures qu'un peu au-dessus, comme je vous dis. Mais là, vous voyez, la température sous l'œuf, je m'attendais à ce qu'il y ait un plus gros écart de température. Donc admettons que peut-être les matières que j'utilise, etc., il n'y a peut-être pas un écart de température suffisant pour se dire que admettons que vous avez 40 degrés à la surface de votre œuf et quasiment 40 degrés en dessous, peut-être quand même que la température au centre est peut-être un peu élevée. J'aime pas, déjà quand ça dépasse les 39, ça me plaît pas trop. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure option de pas aller au-delà dans les températures. Bref. Donc la prochaine fois, vous verrez normalement la couveuse remplie, et puis on verra pour mirer les œufs là-bas. Mais ça sera de toute façon une expérience à retenter avec des meilleurs œufs et peut-être des œufs de poule. Alors là, j'essaie de faire germer du blé, mais c'est du blé un peu vieux. C'est juste un test, hein. Sinon après je vais prendre le blé qu'on vient de racheter, hein, tout juste. Et puis là, c'est les pousses d'haricots Mingo, Mungo, comme vous voulez, à des stades différents, pour avoir un relais. Et ça, c'est pour l'écaille. Donc, comment dire, le blé, j'ai une ressource un peu plus inépuisable que les haricots Mingo. Donc si ça marche avec le blé, bon, il n'y a pas de raison. C'est juste que ce blé-là, il est un peu vieux. Et c'est pas grave, si ça marche pas avec celui-là, ça marchera avec l'autre. Ça, c'est pour l'écaille, pour leur faire plaisir. Et en plus, je hache soit du pissenlit, soit de l'herbe, ou de la roquette, de la salade. Je vais d'ailleurs leur faire leur petite popote. Donc leur lumière est déjà allumée aux cailles, parce que tout à l'heure, j'étais chercher du bois, je les ai allumés. Je me suis dit comme ça, ils vont se réveiller tranquillement, et puis ils seront pas en mode excitation. Surtout que les petits, maintenant, quand on allume la lumière, ça y est, hein, ils essaient de voltiger un petit peu, quitte à se faire mal, hein. Donc je vais aller chercher vite fait du pissenlit, sous la pluie pour pas changer, hein. Là, la terre est détrempée. On n'est pas dans le Nord-Pas-de-Calais avec les inondations, machin, on va pas se plaindre. On est dans la Somme ici. Mais ça commence à être compliqué quand même, les flaques d'eau sur la route, puis partout, même sur la pelouse, ça a des flaques de partout. Donc même si on n'a pas eu de gelée, par exemple pour le potager, les semis que j'ai fait très tardivement, le souci c'est que en fait, tout est détrempé niveau eau, donc les racines des plantes sont à moitié étouffées, c'est pas forcément des conditions tip-top non plus. Bon, bref. Donc voilà, il pleut comme d'habitude. Il y avait qu'hier, une journée potable, on a avancé un petit peu pour désherber au pied des artichauts. Puis d'ailleurs, j'ai vu quelques pommes de terre. Je savais qu'il y avait des pieds de pommes de terre qui poussaient au pied. Bon, j'ai recherché vite fait, hein. Il y avait quelques pieds de patates qui poussaient au premier pied d'artichaut. Je dis, bah tiens, on va voir ce que ça donne. Puis j'ai récolté quelques patates, sans non plus creuser trop profond. J'ai toujours des pieds qui poussent à cet endroit-là. Bon bref, je cherchais les pissenlits. Puis on va faire la petite tambouille pour l'écaille, pour qu'ils aient leur verdure matinale. Donc ils sont bien contents, hein. Ils ont pris l'habitude de ça. Donc bah, ça sera du trèfle avec des pissenlits. Puis je rajoute toujours des pousses de haricots Mingo. Alors j'essaie de ne pas épuiser, j'y vais doucement avec les graines de haricots Mingo, parce que je compte tenter d'en mettre au potager l'année prochaine, mais après c'est une culture sensible, donc si c'est comme, les pois chiches, on n'est peut-être pas près d'avoir des résultats, chez moi du moins, hein. Chaque potager est différent, mais alors je suis gâtée en termes de parasites et d'insectes ravageurs divers et variés. Puis là, bien sûr, je recoupe tout en tout petit. Ils sont bien contentes, hein. Ils font les sauvageonnes, mais quand ils me voient avec la coupelle, ils savent très bien ce qu'il y a dedans.
Apparemment les orties aussi c'est bon, ça active la ponte, sauf que forcément, déjà ça me demande d'aller beaucoup plus loin, de sortir beaucoup plus loin dans le potager, enfin dans le potager, dans le jardin, peu importe, et de prendre des gants, des mesures particulières pour manipuler des orties. Du coup, généralement c'est un peu flemme, et puis souvent c'est les plantes que j'ai un peu sous la main. Bon, ça m'a l'air bien. Attends, je vais chercher les pousses de haricots. Alors près de la fenêtre c'est bien parce que ils sortent plus facilement de leur pot, puis ça me demande pas toujours d'avoir ma lumière LED allumée. Parce que déjà avec les couveuses, lampes chauffantes et tout, on n'est pas en train de faire des économies d'électricité en ce moment. Même pour des résultats pas très probants. Donc la racine aussi, hein, mais je coupe tout. Voilà, je finis mon boulot, puis je vous reprends après. Et voilà, plus qu'à apporter aux cailles, puis donner à manger aux petits. Et je crois que je vais prendre une lingette désinfectante parce que j'ai vu que leur petite coupelle blanche hier a été bien sale. Tout simplement, avant je faisais pas tout ça parce que j'avais pas le temps, tout simplement. On va pas se mentir, c'est quand même du boulot en plus tous les matins. Si vous avez un peu le temps et tout, c'est vrai que même moi, mes cailles qui n'étaient pas habituées, au bout de plus d'un an, bah, elles ont tout de suite pris goût à la verdure et puis aux petites pousses comme ça. Donc si vous pensez que vous avez un peu le temps de faire tous des préparatifs comme ça, même pour des cailles qui n'ont pas été habituées, bah, finalement elles adorent. Recoucou! Alors, c'est pas pratique, j'ai une coupelle dans la main là. Et j'ai oublié la lingette désinfectante. Bien sûr! Vous venez manger mes bijoux? Allez, venez! Regardez. Ouh, c'est bon. Oh oui, c'est bon. Ah oui, oh oui. Je crois que la semaine dernière, j'avais oublié de... J'avais pas filmé la coupelle, tout ça. C'est bon. Mais j'ai oublié de le dire, mais le petit que vous avez vu la fois dernière dans la couveuse, bien sûr, il est mort. Hein. De toute façon, c'était sûr. Bon, bah, je retourne chercher une lingette pour nettoyer la petite coupelle. Hop. Ben oui, dites. Ah ouais, non, les pieds dans le plat, non, hein. Bon, hop. Coucou les loups. Alors, je peux sexer tout le monde. Je sais qui est un garçon, qui est une fille. Alors déjà, tous les poussins, c'est des mâles. Regardez le petit handicapé, sa crête. Il a même la crête... bah, c'est celui qui a la crête la plus développée. On va tout vider pour ce qui reste. Je vais nettoyer tout ça. J'ai pas réussi à nettoyer mieux. Je l'embarquerai tout à l'heure, puis je nettoierai vraiment au Gratex, etc. Parce que c'est un peu collé avec la chaleur de la lumière chauffante, là. La lampe chauffante. Alors, vous m'excuserez, le matin, j'ai pas des propos très linéaires. Je pars un peu dans tous les sens, mais... Hop, hop. Donc, du coup, ce petit-là, c'est un mâle. Bon, je vais t'embêter, mon bébé. Oh oui, je t'embête. Oh, je t'embête, mais on voit rien avec la lumière rouge. Regarde, ce jeune coq. Et même les barbillons, comment ça pousse. Donc bon, la patte toujours partie à la Walligan, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Donc lui, il a vraiment pas de doute. C'est un coq à 100%. Et ça me fera moins mal au cœur que si c'était une poulette. Parce que moi, à la base, je voulais garder des poulettes. Comme la maman, donc c'est la grosse Bertha, la grosse rousse, non connue. Et le papa, c'est le fils de Chéri. Donc Chéri, c'est leur grand-père. Et je pense, alors, finalement, en comparaison, les deux autres, ils ont une crête des barbillons qui sont beaucoup plus en retard. Mais je pense quand même que c'est des mâles par rapport à leur allure, la grosseur de leurs pattes. Mais bon, en tout cas, lui, c'est sûr que c'est un mâle. Donc, ça me fera moins de regrets. Parce qu'au début, je dis, c'est pas possible, ce petit gabarit et tout. Je dis, c'est une fille. Et pour moi le faire, moi, c'était une fille que je voulais garder. Puis finalement, c'est peut-être tous des garçons. Et voilà, pile ce qu'il fallait. Tupperware, il est vide. J'en fous un peu partout. Pour l'instant, ça marche encore ce système de mangeoire là. Il me la renverse pas. Je tiens quand même pas mal de temps avec. Bon, forcément, je rempote en milieu de journée le soir. Et alors, pour les cailles, là, je sais avec certitude. Sur les 4, j'ai 2 mâles qui sont d'ailleurs là. On voit la couleur rousse au niveau de la tête, hein. Bon, vous voyez un peu plus rouge que moi, mais ça se voit, le roux. Et les autres, c'est des filles. Donc, cou tordu qui est là.
Et problème neuro, qui est là, je crois. Je sais pas parce que, comment dire, ça se voit vraiment à l'allumage de lumière le matin et sur le soir. Les problèmes neuro. Il y a des moments comme là, ça se voit plus. Mais je crois que c'est elle. Hein. Et les deux autres femelles, aucun souci. Il y en a une qui est un peu plus petite. Elle, c'est la plus costaud là-bas. Et donc, les deux qui ont des soucis, coup tordu, problème neuro, c'est deux femelles. Et les deux autres, il n'y a pas de souci. Donc, je sais toujours pas si je garde un des deux mâles ou une ou deux de mes femelles. Les deux qui vont bien. Regardez, elle est prête à faire un bond. T'es coquine! Alors, je remets un peu de litière. Bon, de toute façon, il faudra nettoyer tout ça. Parce qu'à chaque fois, il me gratte la zone du milieu, là. Puis du coup, vous faites caca, même le sol, là. Je fais que ça, hein, de remettre des copeaux où est-ce qu'ils me font des trous, là. Mais non, c'est rien, bijou. Hop là. Alors, de toute façon, alors, faudrait vraiment que j'ai pas de chance. Mais normalement, je devrais enfin avoir des petits. Déjà, ceux qui viennent pas de moi. Mon test avec mes œufs, avec ma plaque chauffante, bon, ça, si ça réussit pas, ça me coûte un peu d'électricité, mais c'est pas un drame en soi. Hein, c'est vraiment les œufs pour renouveler ma génétique. Où là, franchement, ça serait catastrophique si j'obtiens pas un minimum de résultats. Hein. Mais dans tous les cas, d'ici ce temps-là, si les petits arrivent à naître, et j'espère, tant qu'ils grandissent, etc., il faudra quand même que je fasse un choix sur un des deux mâles. Même si je ne sais pas si à terme, ça sera un mâle que je choisirai de garder, il faudra que j'en garde un des deux. Soit le petit, qui est plus roux, ou le gros, qui est un peu plus foncé, mais que je trouve, bon, déjà plus gros, et plus, je sais pas, plus vif, plus dynamique. J'ai une petite préférence pour lui, même s'il est un peu plus foncé en coloris. Puis vous voyez, des fois, il est un peu plus endormi, un peu moins vif. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment une préférence pour ce mâle-là, si j'étais pour le garder. Dans tous les cas, 2 mâles pour 4 femelles, c'est pas possible. En plus de femelles éclopées. Ça va, toi, moi, t'es curieux, mon bijou? C'est le moins sauvage. Marquez, si ce sera un miracle, parce que vu les pattes et la posture droite et tout qu'il a souvent, j'y crois pas du tout. Oh là, que ce soit une fille. Bah qu'est-ce que... Mais t'es sauvage, normalement, pourquoi t'es sur moi? Bijou? T'as un regret, là. Tu sais pas comment faire. Bah alors, t'es coquin. Alors, ah, voilà. Oula, mal au genou. Donc du coup, il faudra quand même que je fasse un choix sur un des deux mâles. Donc il y a des chances que je garde le plus gros. Et après, par la suite, je déciderai si je garde le mâle ou une femelle ou 2 femelles qui viennent de moi. Je me dis, si je garde un mâle, ce qui est bien, c'est qu'il transmettra la génétique que j'ai sélectionnée jusqu'alors. Il y a toujours un patrimoine, une partie de son patrimoine génétique qui va transmettre. Mais aussi peut-être des défauts. Et si je garde une ou 2 femelles, j'ai au moins un filet de sécurité où j'aurai un mâle reproducteur qui vient d'ailleurs. Et bah normalement, je sais pas, je pense que je garderai plutôt 4 femelles. Parce que 5, ça fait beaucoup. Au début, j'avais gardé 5 femelles et il y en a une qui a eu une infection génitale. Mais c'est vrai que 5 femelles et un mâle, ça faisait un peu beaucoup dans ma cage. Et selon aussi la taille, hein, si c'est des grosses mémères, bon bref. Et du coup, si j'ai 2 ou 3 femelles qui viennent d'ailleurs, ben, il y a au moins ces femelles-là, plus le mâle qui me feront une génétique vraiment totalement neuve. Et si je garde une ou 2 femelles, et que ça se passe pas trop bien, le mélange des gènes avec le nouveau mâle, si c'est pas suffisant, on va dire, la dilution génétique pour contrer les problèmes neuro, bah, j'aurai au moins les autres femelles venues d'ailleurs, plus le mâle venu d'ailleurs, où là vraiment, au moins la génétique, on est sûr qu'on ne sera pas sur de la consanguinité. Donc du coup, je sais pas encore quoi faire. Est-ce que je garde un mâle, et là on est sûr que tous les petits auront au moins une partie du patrimoine génétique que j'ai sélectionné depuis si longtemps. Au risque que le mélange génétique soit peut-être pas suffisant pour garantir qu'il n'y ait plus de problèmes neuro, je ne sais pas du tout. Mais je vous dis, dans tous les cas, je ne peux pas garder de mâles, donc il faudra à un moment donné, quand les mâles chercheront à cocher les femelles, ils seront un peu trop embêtants, que je prenne une décision. Il y a des chances que ce soit le petit que je ne garde pas. Mais il est plus roux. En termes de couleur, il est bien, mais regardez, vous voyez, il y a des moments comme ça où il est un peu plus frileux que son copain, qui lui est très vif. Et pas très peureux non plus. Dis. Regardez, bon, je le touche, c'est pas non plus la crise de panique, hein. Bon. Bah non, mon bijou, mais t'es rudement... Lui, normalement, c'est le trou-trouille de la bande.
Bon, le petit handicapé, lui, il peut pas trop fuir. Mais normalement, c'est lui le filou. Et le gris qui est un peu plus sauvageon. Je suis étonnée qu'il soit grimpé sur moi tout à l'heure. Donc, on va dire que si on est pour avoir une poulette, ça aurait été plus le gris. Parce que lui, regardez, il se tient tout, il s'est toujours tenu droit comme un coq et tout. Enfin bref, en tout cas pour les cailles, c'est sûr, 2 mâles, 4 femelles. On verra le choix que je ferai. Et je vous dis, lui, il est vraiment très vif. Lui, il y a des petites phases où je veux pas prendre le risque. Je me dis vraiment, ce mâle-là, je suis sûre qu'il n'a pas du tout aucun problème neuro ou de faiblesse, etc. Bonjour mon bijou. Et pour les femelles, si je dois avoir une préférence, c'est celle-ci. Qui a des traits au visage, vous voyez, des traits noirs un peu plus marqués. C'est une vraie chipie, alors elle n'est pas trop peureuse. Puis c'est elle des fois que je vois. Je l'ai vue hier soir, elle était étendue tout son long à prendre la chaleur de la lampe chauffante. Et je suis presque sûre que c'était elle. Le petit Kaito qui faisait pareil dans la nurserie, qui était souvent couché tout son long et au début qui me faisait un peu peur. Et en fait c'était normal, c'était des bains de chaleur. Donc elle est marrante et puis... je sais pas, on verra. Donc en tout cas, si je dois garder un de mes mâles, je sais lequel a priori. Si je dois garder qu'une seule femelle, je sais laquelle. Ou les deux, qui n'ont pas de problème. On verra bien. Allez, je vous laisse finir de manger, vous. Puis c'est pareil, ils ont une mue qui n'en finit pas. Alors ils ont renouvelé leurs plumes, sauf sur la zone du dos. Et celle qui est devant, là... Alors elle est très déplumée parce qu'en fait, c'est celle qui est la plus sauvageonne. Notamment vis-à-vis du mâle, et donc du coup quand le mâle il veut la cocher, déjà elle s'enfuit, bah, regardez, elle s'enfuit dans tous les sens, et lui il essaie de la choper par ses plumes pour la grimper, sauf qu'elle elle se sauve, donc à chaque fois lui il atterrit avec des plumes dans son bec et elle se fait déplumer comme ça. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? Bon, de toute façon, ah oui, alors ils répondent, il y a des jours où j'ai pas d'œufs, puis du coup le lendemain j'en ai 3 ou 4, et ça faisait longtemps, et en fait je l'ai pas dit la fois dernière. Ça fait presque 2 semaines où j'ai réintégré des granulés pondeuses. Mais des petits, donc de poules. Mais les petits, bah, celles que les poules aussi préfèrent, c'est des lits nature. Bon, c'est pas garanti sans OGM par contre, mais ça je l'avais en Belgique. Et du coup, j'ai rajouté aussi des miettes gibier. Hein, donc on est toujours plus d'un moitié miettes poussins. Et après le reste, c'est les granulés pondeuses, qui sont petits. Hein, pas ceux que les poules ont actuellement et qu'elles n'aiment pas non plus d'ailleurs. Et avec des miettes gibier pour remonter un peu le niveau de protéines qui chute un peu avec les granulés poules. Hein, parce que je rappelle, pour les cailles adultes, c'est quand même mieux du 18% de protéines. Granulés poules, on est normalement devrait être à 16%, mais souvent on est entre 15 et 16. Donc c'est pas assez. Bref. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'elles répondent. Plus la verdure, ça arrive à peu près en même temps. Alors bon. Mais bon, de toute façon... les jeux sont faits, il faut changer les reproducteurs. Alors c'est sûr qu'en attendant, s'ils pondent davantage, c'est bien. Bon allez, sous la pluie. Bon c'est des petites gouttes, mais j'ai embarqué ma boîte, il faut que je remplisse. Niveau potager, la terre est tellement gorgée d'eau qu'il n'y a rien qui pousse vraiment. Bon il y a ça, puis la baisse des heures de luminosité hein, dans la journée. Il ne s'est pas passé grand chose, à part la zone des artichauts endives qui ont été ramassés. Ah oui, j'ai des endives qui poussent à la cave. C'était un test. C'était les quelques-unes que j'avais testées au début. J'avais dégagé les zones de passage de roue du tracteur. Puis arrivé là, en fait, toute la zone à l'entrée de la porte a été saccagée. Il y en a qui repoussaient. J'ai réussi à les retrouver puis à les déterrer. Je parle des endives. Hein. Et donc celles que j'ai testées, les 8 que j'ai testées à la cave, c'était vraiment comme ça. Elles poussent. Elles ont bien poussé. Hein, elles ont poussé de ça. Donc tout à l'heure, je prendrai la clé juste pour vous montrer ça à la fin. Mais sinon, voilà, le jardin, tout ça, ça va être vite fait. Donc là, je leur mets leurs graines fermentées, puis je vous reprends après à l'ouverture. Le lendemain des dernières images, j'ai réaménagé un pondoir. J'ai fait quelques modifs. Il y a quand même quelques petites choses à dire là-dessus. Je fais mon maximum pour que les poules aient envie de pondre. Mais c'est pas terrible en ce moment. Hein. Avec le temps, là, c'est une catastrophe. Allez, les louts! Allez, zou! Encore un peu de vent, hein. De toute façon je pense que pour maintenant on en aura jusqu'à la fin de l'année. Tout le monde est sorti. Alors la ponte c'est pas terrible. Puis j'avais déjà vu des gens dire que elles aimaient bien l'odeur de lavande.
Alors plutôt que des bouquets, c'était plus pratique, j'ai mis carrément de l'huile essentielle de lavande dans les pondoirs après avoir tout nettoyé. Hier parce qu'en fait comme il pleut, elles vont toujours dans la partie cabane du poulailler, puis elles font caca même parfois dans les pondoirs, donc du coup j'ai nettoyé toute la partie centrale et les pondoirs. La litière qu'il y avait là, je l'ai mise dans la partie cage, là où il y a la mangeoire. Et là, j'ai mis ici litière de chanvre et dans les pondoirs, des copeaux de bois avec de l'huile essentielle de lavande, j'ai nettoyé les œufs factices, etc. Ici, nettoyage complet de la litière. Bon, de toute façon, elle préfère celle-ci. Bon, il y a peut-être... C'est une crotte, ça? Oh. Préfère pondre dans celui-là, de toute façon. Nettoyer et tout. Nettoyer les œufs factices, ça c'était hier, j'ai renettoyé. Puis, ça c'est il y a presque une semaine. C'était le voile complètement arraché qui était au niveau des physalis. Je l'ai mis ici pour que ça fasse un peu plus cabane. Et du coup, depuis que je l'ai mis, j'irai peut-être pas tous les jours, mais presque, il y a un œuf ici. Il y a Susu qui aime bien. Nounoute, elle y va de temps en temps si elle n'est pas dérangée par Chippy, qui l'embête. Non, non, non. Alors, vous voyez les traces de pâte. J'avais nettoyé hier. Donc l'intérieur, non, parce que c'était pas sale, mais j'avais nettoyé le rebord. Elles vont dedans, mais elles pondent pas. Je serais une poule, j'irais pondre là-dedans, mais bon. Je ne suis pas une poule. Qui suis-je pour juger? Du coup, je fais ce que je peux pour la ponte. Et huile essentielle de lavande, donc. Ce seau-là, la niche. Et puis aussi les deux pondoirs là-bas. Tout au propre, parfumé. Sauf qu'elles aiment pas trop leur granulé. Il faut, là de toute façon, le mélange. J'ai vraiment refait un mélange avec tout ce qui me restait comme sac. Là, je viendrai avoir 4 sacs de blé. Et il va falloir... pour le prochain mélange que je trouve autre chose comme granulé. Si vraiment ça va pas, je sais pas. Est-ce que je mettrai bon miel de gibier, ça coûte un peu cher, mais il faut un truc protéiné, au moins ça. Miel de poussin, à la limite, j'en mettrai, au lieu de faire moitié granulé, je ferai peut-être un tiers miel de poussin, puis le reste du grain, je sais pas. Mais je vais essayer de faire quelque chose de... Parce qu'il y a des granulés pondeuses, mais si finalement ils trient et qu'ils mangent vraiment moins que ce qu'ils devraient, les granulés, par dépit, je sais pas. Les granulés, ces granulés là, ça leur plaît pas de trop. Va falloir que je trouve autre chose. Parce que là, la ponte, ça va pas du tout. Ouais. Et puis voilà, bon, la météo, on peut pas y faire grand chose, mais en tout cas, les pondoirs, j'ai fait mon max. Vous voyez, regardez là, il y a Canette Nimbus, c'est sûr, je crois que Canette, elle est partie aussi dans la partie cabane du poulailler. Elles vont s'abriter dedans. On l'a mise là-bas. Du coup, elle salisse, elle crotte, et puis voilà, en tout cas, tout a été mis au propre hier, et puis je peux pas faire grand chose d'autre, hein, mes bijoutes. Alors, Nina, toujours maigre, mais elle a retrouvé l'appétit en tout cas. Paige, je la vois plus beaucoup faire de phase, recroqueviller, tout ça a l'air d'être reparti pour elle, ça a l'air. Par contre, Nina, elle est toujours maigre. Elle recherche quand même toujours plus la verdure, les vers de terre. Elle reboit le jus des graines fermentées. Voilà le bois dans le creux de la pierre, tiens. Après le grain, bon, c'est pas comme c'était avant. Susu, tu es sale. Sale, sale, sale. Hein? Ah oui, je t'embête? Attends, je m'en vais. Je me pousse. Là, je vais sous la pluie rien que pour te faire plaisir. Non? Bon. Ah bah, elle est partie là-bas. Susu! Susu, elle sait jamais ce qu'elle veut de toute façon. Donc voilà. Bon, s'il y a un jabot bouché, des interventions à faire, je le fais. Mais là, franchement, si Nina, ça se passe pas, ces histoires qu'elle reprend pas du poil de la bête, écoutez, tant pis. Phoebe, elle a toujours pas fait sa mue. Une poule nue. Bon, c'est bien pour l'hiver. Sinon, tout le monde, ça va. Connie, elle a déjà bien refait ses plumes aussi. Et donc, ouais. Nina, si jamais elle s'en remet pas, je vais pas trop m'acharner, quoi. Parce que déjà que... heureusement que j'ai les poulettes hein, pour avoir mes œufs. Je pense que la fille de Luna pond, même si je suis jamais tombée sur 4 œufs le même jour, je pense quand même qu'elle pond. Parce que j'ai remarqué, ça fait 2 semaines un changement d'attitude où elle vient plus me voir, etc. Alors je vous dis, avant la maturité sexuelle, parfois il y a des poules qui sont proches de vous. Elles se mettent en route à pondre, puis là elles se désintéressent de vous. Il y en a à l'inverse comme elle. Bon, elle était curieuse, mais pas très proche de moi. Pas trop à venir se coller à moi. Et là, elle vient beaucoup plus. Donc je pense qu'elle doit pondre. Il y a eu un petit changement dans ses attitudes, quoi. Et ben, heureusement que j'ai les poulettes hein, pour avoir des œufs. J'en ai en gros 3 par jour là-bas. Et ici,
ça arrive de pas en avoir. Bon, souvent le lendemain j'en ai 3 quand j'en ai pas. Sinon on va dire que je suis une moyenne de 1 ou 2 œufs par jour pour 14 poules ici. Donc bon, je veux bien Canette et Nimbus, les poules naines elles pondent pas trop, mais bon, je vais pas m'acharner. Hein. S'il y a des poules où ça va vraiment pas, sauf si c'est Nounoute, hein, Nounoute ou Gloussette qui sont dans mes favorites, je vais aider les poules pour leurs problèmes autant que je peux. Par contre, s'il y en a qui arrivent vraiment pas à s'en tirer, tant pis, elles seront remplacées parce que là, à force, ça coûte une blinde. Donc le tonneau de bouffe, hein, c'est pour tout le monde, hein, pour toutes les poules. Je vais que 3 semaines avec. Hein. Un tonneau complet de 60 litres. Donc bon. Moi je veux bien, mais je peux pas non plus tenir tout le monde à bout de bras. C'est des poules qui n'ont pas une bonne génétique, qui ont un souci quelconque, bah c'est tout. Hein. Après voilà, hein, je vous dis, si c'est des chouchoutes, s'il y a un jabou bouché et tout, j'aide au maximum. Mais voilà, s'il y en a qui sont en état fébrile, qui n'arrivent pas à s'en remettre, qui ont pour des raisons inconnues, qui vont pas bien. De toute façon, l'hiver, généralement, c'est là où il y a une sélection naturelle qui se fait. Hein. C'est malheureux à dire, mais bon. Allez, on va ouvrir les autres. Donc j'espère qu'il va pas me faire mentir parce que là mes habits sont propres. Je suis totalement propre, j'espère qu'il va pas me faire une charge. En tout cas il m'a pas chargé cette semaine. Au début de la semaine il était encore un peu concon. Et là c'est correct. On va dire qu'il me respecte un peu. Et des moments il a la voix cassée. Quand il chante. Enfin quand il chante, c'est un grand mot. Mais... Allez. Hop. Ah, regardez ça. Ça déflaque tellement que même là où il y avait une pelouse nickel, avec le passage des engins, et encore là c'est rien, c'est une catastrophe. La terre, de toute façon, elle peut même plus imbiber. Là où j'ai retiré des endives, celles qui ont repoussé un petit peu, que j'ai pu repérer là au portail. Parce que je vous dis, au début, j'avais ramassé que celles qui étaient au passage de roue. Je les ai étalées là sur le côté du kéol, on en reparlera après. Ben, comment dire, la terre, je trouvais qu'elle dégageait une mauvaise odeur. Vous savez, il n'y a plus d'aération. Je pense qu'il doit y avoir des bactéries anaérobies ou je sais pas quoi dedans et ça pue. Bon, la terre, elle est étouffée. Je sais même pas, on voit pas mal de vers de terre. Je sais pas comment ils font pour survivre. Parce que c'est le marécage. Hein. Après, une terre argileuse, hein, c'est sûr que... Allez où. Alors tout à l'heure je leur donnerai leur pâté. Ça sera le dernier jour. J'aurais fait un traitement vermifuge. Hop. Ils ont eu un traitement vermifuge. Parce que comme la petite Chichi elle se salit beaucoup les fesses. Je me suis dit on sait jamais. Bon lui il s'est sali un peu les fesses aussi. Alors du coup j'ai préféré faire un traitement de vermifuge. Mais il y a des graines là-bas. Après c'est vrai que les moineaux ils sont au taquet. Hein. Là par exemple j'avais éparpillé des graines ici pour Nounoute, qu'elle puisse manger tranquille sans qu'il y ait Chippy qui l'embête, mais les moineaux ils le voient avant les poules. Attention, il n'y a pas d'œuf, non, des fois il y en a déjà le matin. Allez-y. Et c'est vrai que je la vois au moins faire des diarrhées, je sais pas si c'était des vers, hein. Je regardais les crottes, j'en ai pas vu. Donc je vous disais souvent quand je la voyais faire des crottes, elle faisait des crottes normales. Bon là j'ai quand même observé un peu plus. Il y a quand même des crottes liquides. Hein. De toute façon elle s'est pas salie les fesses par hasard. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un traitement vermifuge. Et ça sera le dernier jour aujourd'hui. Je le ferai après. Petit rajout. Ça y est la pâtée c'est fini. Enfin le vermifuge. C'est le dernier jour. Maman elle revient. Venez manger. Venez manger. Ouais, si vous voulez, vous pouvez faire ça là. Allez. Bon, je m'embête pas, hein, c'est juste la semoule. La semoule avec du produit. Après, tout ce qui leur change de leurs habitudes, ça leur plaît. Donc le coq, toujours en sursis. Bon, là, il s'est calmé. Ça m'a donné un peu moins envie de le zipouiller. Hein? Alors ça je vais l'enlever parce que ça me dérange pas qu'elles boivent de l'eau de pluie, je veux dire de l'eau de pluie qui vient de tomber. Sauf que parfois ils font caca dans la gamelle, parce qu'ils aiment bien se percher parfois sur les bords et faire caca dedans, donc ça me plaît pas de la bouillasse de crotte, de les voir boire ça. Et ça c'était la... Vous voyez la tempête, j'avais pas dit, il y avait juste une branche là qui avait cassé. J'ai oublié de le dire. Ta ma nounoute, chasse les vers hein.
Donc voilà, pas grand chose de nouveau. On va voir au vite fait la zone des artichauts qui a été nettoyée, les endives, puis les endives qui poussent à la cave, puis c'est tout. Juge-les. C'est des petites gouttes, mais ça mouille. N'empêche. Ouais, c'est de pas tomber. Alors voilà, là c'est les feuilles à étaler sur la zone qui a été nettoyée. Puis là-bas, il y a encore des orties et tout parce qu'il y a des fraisiers. En fait, ma mère m'a donné un coup de main. Moi, j'ai fait cette zone-là, puis ramasser les endives, tout ça. Et puis je la voyais nettoyer de plus en plus loin. Je dis, oh là là, là-bas, il y a des fraisiers. Donc je pense qu'il y a quelques pieds qui ont sauté, mais j'ai dit, stop. Là, il va falloir déterrer en gros les fraisiers, les mettre de côté. Enlever bien les orties et remettre les fraisiers. Sauf que hier, franchement, il y avait de quoi péter un plomb tellement c'était collant et boueux. De travailler la terre imbibée comme ça, c'était horrible. Là, c'est vraiment parce qu'il y avait besoin d'étaler les tas de feuilles et tout. Fallait déblayer un peu, mais voilà. Donc ça, c'est les endives. Donc on va dire que là, c'est les tailles d'endives correctes. Et là, après, c'est celles qui vont vous faire rigoler, mais il y en a quand même pas mal. Ça fera des petites endives, qu'est-ce que vous voulez. Alors surtout, bon, normalement, c'est bien de les faire sécher un peu comme ça. S'il gèle pas. Hein. Sauf que là, il pleut tous les jours. Ce que vous voulez. Donc j'ai fait ça hier, nettoyer le plus gros. Et surtout quand vous enlevez les feuilles. Donc là, vous imaginez, vous avez la touffe de feuilles. Vous arrachez toutes les feuilles du contour, mais vous les arrachez jusqu'à la base. Parce que celles-ci, systématiquement, elles vont moisir. Et après, une fois que vous avez tout arraché à la base, les feuilles extérieures, là, vous coupez. Bon, là, je l'ai peut-être pas coupé assez court, bon, ça va. Vous pouvez couper, ça dépend de la taille, un petit peu plus court. Pas trop non plus. Puis ça va repousser. Donc il y en a déjà qui avaient été abîmés puis qui essayaient de repousser. Qui avaient été scalpés puis qui se régénéraient. Puis voilà. Ça va repousser bien sûr d'ici. Et oui, je sais, j'ai pas rangé le voile et puis les quelques armatures. J'ai utilisé le deuxième voile, il y en avait deux ici pour les poules là-bas, faire leur petite cabane autour des pondoirs, mais j'ai fait la paresseuse ici. Je mets pas trop mon nez dehors en ce moment, hein. Je vais pas vous mentir. Hier, le temps s'est maintenu, ça allait encore, mais... Alors, je vais vous montrer la cave vite fait. Les endives qui poussent, par contre, j'ai pas trop noté. Je sais pas, il y a combien de temps je les avais mis. Je dirais peut-être un mois. Ouais, ça fait peut-être au moins un mois. Mais je vais vous montrer ça, et puis après, ce sera tout. Je peine à voir, hein, avec toute l'eau sur mes lunettes. Alors, là j'ai l'impression que j'ai fait une vidéo super longue, comme ça va mettre des plombes à monter, des plombes à charger, ça va bouffer de la mémoire. Bref, ça n'arrange personne, tant pis. On va juste montrer les endives. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, le menuisier vient lundi pour la porte cassée. Et du coup, on a condamné déjà la porte avec un truc transparent, j'en ai parlé la fois dernière, puis le volet il est toujours fermé, on n'y touche plus, on touche plus à la porte. Alors faut à chaque fois faire le tour pour... Enfin c'est chiant quoi. Ça m'apprendra à pas être délicate. Enfin bon, je pensais que c'était quand même un peu moins fragile, on va pas se mentir. Allez. Oh bah c'est bien, c'est bien. J'ai pas éteint la lumière hier. Alors voilà les endives. Ah je dirais que ça fait bien un mois. Donc je vous dis, c'est une variété que j'ai prise qui n'était pas sans terre de recouvrement. Si vous voulez que ça fasse une belle endive paumée, bon celle-ci à la limite ça va encore. Une endive vraiment bien ferme, bien compacte, il faut une variété sans terre de recouvrement. Ça normalement c'est une variété qu'on fait à l'extérieur avec un paillage, patati patata. Bon ça a l'air plus chiant qu'en pot comme ça. Ça a l'air plus chiant parce que faut que ce soit quand même protégé du gel, faut pas que ça gèle trop, enfin bon c'est compliqué. Souvent ceux qui le font en pleine terre, je crois qu'ils mettent des trucs pour chauffer un peu la terre... Enfin, ça me semble plus compliqué que faire en pot. Bon. Et en fait, une variété comme ça, qui normalement est avec terre de recouvrement, il y a besoin d'une couche au-dessus. Ça, j'avais déjà expliqué il y a un moment. Il y a besoin d'une couche au-dessus pour que l'endive, en fait, elle ait besoin de devoir se mettre en pointe pour pousser la couche de paillage et la terre. Et ça, la force, en fait, c'est la terre de recouvrement, entre guillemets. Souvent, c'est du paillis qu'on met dessus. Ça, en fait, ça force l'endive à se mettre en pointe pour sortir. Et quand il n'y a pas... quoi que ce soit, une matière qui est au-dessus pour demander un effort de forçage, ben, ça a tendance à exploser comme ça un petit peu, à être éclaté. Et c'est comme ça, et ça confirmait, je voyais bien qu'il fallait bien retirer les feuilles à la base, toute la couche autour. Là, à la limite, je pouvais le faire plus, parce que vous voyez, ces feuilles-là sont pas mangeables. Il faut vraiment les dégager bien, les feuilles extérieures, parce que tout de suite, ça, vous voyez là, ça moisit. Donc,
voilà, ça m'a permis avec ce test-là de bien confirmer comment fallait faire, d'arracher vraiment à la base toutes les feuilles du tour et vraiment le cœur de couper. Et après, ça repartira du cœur pour faire une endive. Voilà. Donc, même si c'était un test, là, on va dire que sur les 8, j'avais vraiment que 2 très belles racines. Puis vous voyez, même celles qui sont plus petites, bon, peut-être moins petites quand même que celles, certaines que vous avez vues avant, mais ça fait quand même un truc potable. C'est juste qu'il ne faut pas être pressé, hein. Vous les mettez en route. Là, de toute façon, je vais pas tarder à en mettre d'autres en route. Il faut s'y prendre en avance, puis essayer, ça c'est le plus dur, de faire un décalage dans les départs de vos endives pour essayer d'échelonner un peu les récoltes. Mais bon, voilà, c'est pour une première. Par contre, mon père, lui, ses endives, elles sont énormes. Elles sont très belles. Je sais toujours pas si lui va faire tout lui-même ou est-ce qu'il va m'en confier et tout. Le plus dur, à la limite, c'est les endives que vous voulez mettre de côté en attendant de les faire forcer comme ça. Il faut pas qu'elles pourrissent. Et faut pas trop qu'elles poussent toutes seules n'importe comment. Donc ça, c'est pas évident. Mais voilà. Le petit point endive, et puis on va s'arrêter là, hein. J'ai fait une vidéo un peu trop longue encore une fois, ça faisait un moment que c'était pas arrivé, bon. Puis voilà, on va croiser les doigts pour que j'ai bien les œufs comme prévu cet après-midi, et puis qu'il y ait peut-être des réussites miraculeuses sur ma technique avec plaque chauffante. On verra bien au mirage la semaine prochaine. Allez, à plus!